On est présentement dans cette section ici, la situation présente, ce morceau ici, là. Je prends beaucoup de temps pour ce morceau-là parce que c'est là où ça dérape, ça passe ou ça casse, comme on dit. Et quand on n'est pas capable de traverser correctement cette étape-là, là, en fait, si on n'arrive pas à la traverser ou si on ne la fait pas bien, si on ne la fait pas bien, on se décourage, puis ça ne vaut pas la peine de le faire. Si on ne se sent pas reçu, quoi que ce soit, ou si on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui doit être accompli dans cette section-là, alors on n'a pas le sentiment qu'on avance. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'on va rapidement abandonner le cadre. Ça prend un certain nombre d'habiletés, il faut l'admettre, là. On pense que c'est naturel de communiquer parce qu'on se parle tout le temps. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que souvent la communication même si on se parle, on se blesse, ou on se fait mal, ou on s'éloigne, etc. Donc, cette question de situation présente-là et les habiletés qu'on va développer là-dedans sont majeures. On se comprend, là, dans le fond, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de vous donner de l'information. On n'est pas en train de pratiquer, on n'est pas en train de l'intégrer, on est juste en train de recevoir de l'information. Donc, ce qui est vraiment, pour moi, important, c'est que j'espère qu'on va trouver un espace de temps où je vais, avec vous, individuellement ou avec deux couples, de prendre du temps pour le faire avec vous, observer qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque et identifier les tendances qu'on a qui sabotent notre discours. Alors, j'ai dit que la première des habiletés, c'est d'apprendre à faire des reflets. Ça, là, je dirais jamais assez comment c'est important. C'est incroyablement important pour plusieurs raisons. Pas juste pour le fait que je suis en train de redire à l'autre qu'est-ce qu'il me dit, mais parce que pour faire un reflet, je suis obligé de me connecter avec l'autre pour entendre son monde émotionnel. Alors, ça, là, ça fait une différence extraordinaire. Je me concentre sur toi et je suis avec toi. L'habilité de s'explorer, toute la question de qu'est-ce qu'on cherche, etc. On a vu ça ensemble. Et là, maintenant, on est rendu à l'habileté de retenir son jugement. Quand on parle de retenir son jugement, là, on est en train de dire, quand je t'écoute, je ne pense pas à d'autre chose. Quand je t'écoute, je suis avec toi. Je ne suis pas en train de me construire une histoire. Je ne suis pas en train de construire ton histoire. Je t'écoute. Alors, quand on parle de retenir son jugement, là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire là-dedans. C'est-à-dire que je peux, pendant que je t'écoute, je me juge. OK? L'autre te parle, puis tu te sens coupable, et puis tout à coup, tu arrêtes d'être présent avec l'autre. Alors, je me juge moi-même sur ce qui est dit. Je m'accuse. C'est vrai, chérie, tu as raison, ça n'a pas de bon sens, mais pendant que je suis en train de regarder qu'est-ce que moi je vis, je ne suis pas en train de regarder qu'est-ce que l'autre vit. Alors, nous, on est là pour entendre, je suis là, je m'assois avec toi pour entendre qu'est-ce que toi tu vis. Alors, à partir du moment où j'entre dans un processus de m'auto-accuser, ben, j'arrête de t'écouter. L'autre, c'est que je peux te juger. Je te juge. Alors, il y a deux choses qui arrivent tout le temps, et ça, c'est les deux plus fréquentes, là, je dirais.
je me justifie, tu ne comprends pas. C'est l'auto-justification. Ben non, chérie, c'est pas comme ça, je m'auto-justifie. Le but, et ce qui se passe, ces deux éléments-là, ça devient très, très émotif. Et dépendamment de l'intensité émotionnelle, ça fait que tout à coup, j'arrête d'écouter l'autre complètement. La personne a dit, ben là, tu es arrivé en retard hier soir, je ne me sens pas respecté. Et là, peut-être tu vas faire semblant que tu l'écoutes encore, là, mais c'est pas ça qui est en train de se passer. Ah non, elle est encore en train de me répéter cette affaire-là, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas ça qui est arrivé, elle comprend pas, moi je vais lui expliquer, ben voyons donc, Puis là, tout à coup, il y a tout un dialogue intérieur qui est en route. Pour me parler, pour me justifier, et j'ai arrêté d'écouter l'autre, carrément. Ou l'autre manière qu'on fait, qui est méga habituelle et méga courante, je le connais ton problème, et moi je l'ai ta solution. Alors, si tu m'écoutais, là, tu l'aurais ma solution, et ça réglerait le problème. Tu ne comprends pas ton problème, moi je vais t'expliquer ton problème, je vais t'expliquer la solution, si tu fais ça, tu vas voir, ça va être correct. Alors, à partir du moment où je dis à l'autre que je connais son problème et que j'ai sa solution, il n'y a rien qui marche. Tout est détraqué totalement. Évidemment, en plus de ça, quand ça fait plusieurs années qu'on est ensemble comme couple, croyez-moi qu'on se connaît, hein? On se connaît jusqu'au bout des doigts, là. Mais moi, je prétends te connaître, mais mon conjoint, ma conjointe, elle ne sait pas si tu me connais. Et c'est là qu'est la difficulté principale. Je n'ai pas le droit d'être moi. Quand je parle, tout de suite, tu me donnes une solution. Je n'ai pas le sentiment que je suis entendu de ta part. Alors, c'est vraiment, vraiment sabotant à ce niveau-là. Je connais ton problème, voici la solution. Donc, retenir son jugement, ne pas construire une histoire, je vais dire ça comme ça, ne pas construire une histoire pendant que l'autre parle. Et quand je dis ne pas construire une histoire, là, je ne suis pas en train de dire tu vas l'écouter, tu vas faire un reflet, mais tu peux te dire ton histoire à l'intérieur de toi, là, puis ça va être correct. Garde-la pour toi, ça va être correct. Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Je suis en train de dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose comme ça, tu n'es plus avec l'autre. À partir du moment où ta tête, elle roule, tu n'es plus avec l'autre. Et ça déraille complètement la conversation. OK? Alors, non seulement de retenir son jugement, mais maintenant de gérer sa honte. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, la première chose qu'Adam et Ève ont faite quand ils ont péché, c'est qu'ils se sont cousus des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Et quand je m'auto-justifie, quand je suis en train de me raconter à l'autre pourquoi c'est pas correct et pourquoi c'est correct pour moi, etc., je suis en train de tenter de me donner une image qui va permettre que je vais éviter la honte. La honte, là, c'est très douloureux. C'est pas le fun à vivre du tout. Parce qu'il y a un élément de vulnérabilité. Et un des dangers dans le couple, c'est que l'autre utilise la révélation que tu vas donner de ta honte comme une arme qu'elle va employer après ou plus tard dans d'autres. Par exemple, avec ma femme, il y a quelques fois, je lui ai dit une petite affaire.
Puis j'attendais des fois plusieurs semaines. En fait, j'attendais qu'elle se choque une autre fois. Parce que ce que je voulais savoir, c'est si elle se choque, elle va-tu utiliser ce que je lui ai donné? Elle va-tu utiliser la révélation de ce que j'ai apporté qui est très dangereux pour moi, contre moi? Donc, je lui en ai donné des petits morceaux, un à la fois, et je l'ai surveillé, comme on dit. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être tué avec l'arme que je lui avais donnée. Merci Seigneur, elle n'a jamais utilisé ça. Elle a toujours respecté le fait que j'étais capable, le fait que je lui avais confié des choses et elle les a toujours manipulées avec respect. Mais la honte nous fait cacher des choses, voyez-vous? Et le fait de cacher des choses, ça fait que l'autre ne me connaît pas. C'est ça qui se passe. Je suis avec toi, mais tu ne me connais pas. OK? Pourquoi? Parce que il y a une information précieuse qui contrôle mon comportement avec toi, qui fait que je ne te donne pas une information que tu devrais avoir. La honte nous invite à la confession. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. C'est ça que la Bible dit. Le fait de le dire, de dire voici avec quoi je me bats, voici avec quoi ce que je n'aime pas de moi, de mes batailles, etc. Cet élément-là de pouvoir le dire est extrêmement libérateur et extrêmement important dans le couple. Alors, nous avons une tendance à retenir cette information-là en vue de se protéger. Maintenant, il y a quand même un élément d'intelligence là. Pourquoi est-ce qu'on retient une information? Pourquoi on cache quelque chose? Parce qu'on a honte. C'est parce qu'il y a une place où je me sens en danger. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je surveillais ma femme pour savoir si elle était pour utiliser ça. Nous avons besoin d'être en sécurité et dans le cadre du dialogue, il est extrêmement important que la sécurité soit profondément implantée dans la relation. Plus je vais être capable de répéter à l'autre qu'est-ce qu'il vient de me dire, plus je vais construire la sécurité. Pourquoi? Parce que le fait de faire un reflet, ça indique que je suis capable de me retenir, de m'auto-justifier, de me défendre, de me protéger. Je suis capable d'être avec toi. Plus je suis capable de faire un reflet, plus je suis capable de dire à l'autre, voici ce que tu m'as dit. Je ne parle pas de quelque chose d'intellectuel. Là. Je parle de, j'ai connecté avec toi, tu m'as parlé de ton monde émotionnel et je te renvoie l'image. Voici l'image que je reçois de toi. Voici ton monde émotionnel tel que je le perçois, tel que tu me le donnes. Est-ce que c'est correct? Okay? Donc, on se comprend que le reflet, ce n'est pas simplement du contenu, n'est-ce pas? C'est aussi le monde émotionnel, surtout le monde émotionnel. Donc, je peux faire un reflet, si je comprends bien, tu étais à l'épicerie hier soir à 4h30, ça c'est une autre chose, c'est une chose. On parle de contenu. Si je comprends bien, tu avais vraiment peur d'aller à l'épicerie hier soir à 4h30 parce que tu croyais que tu te ferais reprocher d'être en retard. Wow! C'est pas la même affaire du tout, là. OK? Donc, on doit comprendre que notre situation, dans la situation présente, dans le cadre du dialogue, le morceau où on est, là,
on doit construire vraiment, vraiment, vraiment la sécurité. Maintenant, je reprends, je n'avais pas l'intention de le faire ce soir, mais je vois que j'ai un peu de temps, là. La dernière habileté, ben, ce n'est pas la dernière, mais c'est celle-là que je veux. Ces habiletés-là, là, je veux les mettre en lumière. Mais la dernière habileté, c'est l'habileté à résoudre un conflit. Alors, l'habileté de résoudre un conflit, la plupart d'entre nous, on a été initiés, tiens, je vais dire ça comme ça, on a été initiés à la résolution de conflits. Par exemple, on va décrire la situation ou le problème, décrire le problème. Après ça, on va on va faire l'inventaire des solutions, hein, brainstorming, faire l'inventaire des solutions. OK? Après ça, on va en choisir une solution. OK? Après ça, on va faire un plan, on va planifier comment on va la mettre en route. Hein? Et puis ensuite, après l'avoir mis en route, on va l'évaluer. OK? Il m'en manque une, j'oublie laquelle. Mais l'idée, c'est ça c'est une résolution de problème. OK? Un modèle de résolution de problème. La difficulté dans la résolution de problème, c'est d'identifier quel type de problème qu'on a. Est-ce que c'est un problème de besoin? Est-ce que c'est un problème de valeur? Ou est-ce que c'est un problème relié à l'héritage ou aux forteresses? Est-ce que c'est un problème qui est en réalité une forteresse? OK? La résolution de problèmes pour les besoins se fait en énumérant les possibilités, ce que je viens de vous montrer là. Quand on arrive au niveau de valeur, c'est un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas tout à fait le même système, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau des valeurs, surtout si c'est une valeur vraiment qui est saignante, là, par exemple, un des deux dit je crois que je devrais me faire avorter, et l'autre dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avorter. Alors là, on a un conflit de valeurs sérieux, et les conflits de valeurs ne se résolvent pas on se donne des options pour essayer de prendre la meilleure. Ça ne marche pas comme ça. Les valeurs, ça marche par un système d'influence. Comment on va influencer la valeur. OK? Et enfin, la troisième, l'héritage. Alors, si je suis capable, dans ma situation présente, dans l'exploration, d'identifier devant quoi on est, est-ce que je suis en présence d'un besoin, est-ce que je suis en présence d'une valeur ou est-ce que je suis en présence d'une forteresse? Ça va prendre trois directions différentes. Alors, c'est pas la formation sur la cause du dialogue, c'est pas la plateforme idéale parce qu'en réalité, il y a tout un cours juste pour faire fonctionner ces deux-là, par exemple, puis il y a tout un cours juste pour faire fonctionner celle-là. Alors, ça dépasserait largement le fait que je suis en train de vous apprendre le contenu et les étapes du cas de dialogue. Mais vous devez savoir, quand vous allez être dans la situation présente, vous devez savoir que ça devra être considéré. OK? Je vais juste arrêter une minute. Peut-être que vous avez des questions là. Ça va, la vie est belle?
Juste pour savoir, Daniel, puisque c'est important de connaître le problème, comment est-ce que je peux détecter que je suis dans une situation besoin ou valeur ou héritage? OK. Les valeurs, OK, on va le faire. Je suis dans un conflit de besoin quand il y a un effet direct dans la situation. Par exemple, j'ai un rendez-vous à 6 heures et j'ai besoin de l'auto. Tu as un rendez-vous à 6 heures et tu as besoin de l'auto. Là, l'effet est direct, c'est-à-dire que dans les deux cas, on a besoin d'un auto, OK? Et il faut résoudre qui va prendre l'auto ou est-ce qu'on va devoir reporter le rendez-vous? Il y a plusieurs options. Je peux dire, un des deux rapporte le rendez-vous. On peut dire, un des deux dit, OK, moi, je vais faire ma rencontre avec Zoom à place, plutôt que prendre l'auto. Un autre peut dire, je crois que c'est possible de reporter mon rendez-vous. Donc, je vais reporter mon rendez-vous. Autrement dit, pour résoudre un conflit de besoin, on va énumérer un certain nombre de possibilités et on va en choisir une ensemble. Quand on est dans un conflit de besoin, ça demande la collaboration. Si on est en conflit émotionnel un avec l'autre, on sait bien, il a encore pris un rendez-vous, il ne m'a pas pris en considération, c'est toujours le même, il pense qu'à lui, elle pense qu'à elle quand elle fait ses affaires, puis elle ne demande jamais son avis, etc. Okay? Donc là, on n'a pas juste un conflit de besoin, on a un problème émotionnel à résoudre entre les deux qui est probablement relié avec une forteresse, c'est-à-dire avec un élément du passé. OK? Si c'est un conflit de valeurs, alors dans ce cas-là, il n'y a pas aucun effet concret réel. Autrement dit, dans ma vie à moi, même si tu appliques cette valeur-là dans ta vie à toi, ça n'aura pas nécessairement un effet concret. Tiens, par exemple, souvent, il y a un conflit dans la famille. Les parents ne veulent pas que leur enfant se fasse tatouer sur le corps ou se faire percer la langue ou n'importe quoi. Il y a un effet concret pour la personne qui le fait, mais il n'y a pas d'effet concret pour la personne avec qui on entre en conflit. OK? Alors, si l'autre, si moi, je ne suis pas d'accord à ce que tu te fasses tatouer, mais si tu te fais tatouer, moi, ça ne change rien sur mon corps, à moi, là. Voyez-vous? Il n'y a pas d'effet concret. C'est important de bien éduquer ses enfants, de la manière de l'éduquer. Il n'y aura pas d'effet concret sur nous. Il va avoir un effet sur l'enfant, évidemment, du type de valeur, mais il n'y aura pas d'effet concret sur nous. Donc, il y a un conflit de valeur n'a aucun effet concret. Et dans ce cas-là, on devra il y a toute une procédure, là, plusieurs étapes à faire pour traiter la question des valeurs. Et enfin, l'héritage ou les forteresses. Je trouve que la meilleure manière de l'identifier, c'est quand l'émotion est plus grande que l'événement. Donc, pour moi, on va l'écrire, je vais l'écrire comme faux, là.
Quand l'événement est X puis l'émotion est Y, on est dans le passé. L'émotion est trop grande. Ça veut dire que dans mon cadre, OK, je vais l'avoir mentionné, mais je devrais descendre dans le cadre. Vous allez voir, dans le cadre, on descend, puis on arrive à l'exploration, n'est-ce pas? Plus loin. Là. Donc, ça va me dire que je suis dans le passé. Alors, ça veut dire que si je suis dans une forteresse et je suis capable de l'identifier, ça se peut qu'en 2 phrases, oui, ça, tu me fais sauter parce que ça fait penser à mon père que ta. L'autre fait un reflet, on passe directement à la prochaine étape. On n'a même pas besoin de rester dans cette étape-là. Ça peut durer 2 phrases, voyez-vous. Donc, certaines étapes peuvent se passer très rapidement, dépendamment de ce qu'on aura identifié. Si c'est un conflit de besoin, ça se peut qu'on soit dans cette étape-là et on reste dedans et on n'a même plus besoin d'aller dans les autres étapes. On va avoir traité le problème final, puis c'est fini. On n'a même pas besoin de descendre dans notre cadre de dialogue. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou clarifications? Daniel, dans cette situation-là, quand tu parles de forteresse, est-ce que donc l'aspect émotionnel est enclenché aussi, là? À fond, à fond. Habituellement, quand on est dans les forteresses, c'est là qu'il y a la plus grande intensité d'émotion, ouais. Yeah. Alors, la question c'est pour ça que j'ai parlé qu'au début, peut-être que vous ne s'en souvenez pas, là, des fois, on ne sait pas pourquoi que le formateur dit ça, là, mais j'ai dit, le but du cadre est d'encadrer l'impulsivité. Parce que quelquefois, il y a tellement d'émotions que le couple n'est pas capable de composer parce qu'il y a trop d'émotions. Alors, le but du cadre est d'encadrer l'impulsivité. Et ça nous permet d'identifier qu'est-ce qui est émotivement intense et ça nous permet de la contenir. Il y a quelqu'un qui a donné une image, puis je n'ai pas l'idée. Imagine-toi que quelqu'un, tiens, ton enfant est très en colère. Et donc, tu peux le laisser aller au point qu'il perde les pédales puis il ne voit plus clair. Mais là, si tu fais ça, il n'y a plus de dialogue. Là, la crise, il fait le bacon à terre, puis la crise, il n'y a plus rien qui se passe. OK? Mais on peut aussi dire, OK, tu es en colère, je t'invite à contenir ta colère, OK? Pour qu'on puisse... Je ne te dis pas, arrête d'être en colère. Ça serait nier qu'est-ce que tu vis. Mais je te demande de la contenir suffisamment pour qu'on soit capable de dialoguer. Sinon, on ne sera pas capable de dialoguer. Quand le couple s'assoit et qu'il touche, par exemple, à une forteresse, ça devient tellement intense que si ça submerge la rencontre, si ça submerge le couple, c'est le feu d'artifice, puis on ne peut plus aller plus loin. Il y a un effort réellement de contenir suffisamment l'émotion pour être capable de continuer de naviguer dedans et de continuer de l'explorer. C'est pour ça qu'on parle d'outils, voyez-vous. On parle de cadre, on parle de reflets, on parle d'outils techniques qui vont nous aider à contenir ça. Il y a un autre modèle de dialogue qui utilise un tapis, voyez-vous. Alors, le tapis, c'est comme une fleur, là, et il y a la pensée, il y a l'émotion, il y a l'action, etc. Et on invite la personne à se tenir debout
dans le domaine qu'elle veut parler. Alors, si elle veut parler de l'action, elle va sur le tapis, elle va là, elle se met debout là et elle parle de ça. Quand elle veut parler de l'émotion, elle se déplace sur le tapis et elle s'en va vers l'émotion. Quand l'émotion, ça vient trop fort, sur le tapis, il y a une place où c'est écrit frein. Voyez-vous? Ou une autre place, c'est écrit pause. Et le but, c'est de contenir l'émotion pour permettre le dialogue. Plus on arrive à dialoguer souvent dans ce cadre-là, plus l'intensité diminue de plus en plus au point que ça devient gérable. Alors au début, là, surtout quand le couple, ça fait longtemps qu'ils sont en crise, on est plus proche de la rage que de la communication. Mais avec le temps, on commence à gérer davantage le monde émotionnel. Ça va? Alors, on va aller, si vous le permettez, on va aller faire un exercice. On va aller faire l'exercice. Je vais vous laisser avec ça ce soir. Je ne suis pas pire quand même, hein? Il est 8h moins quart, là. On est bon, on est bon. Alors, voici l'exercice. Identifier laquelle des tendances est présente, des tendances les tiennes, je parle, là, est présente dans le dialogue. OK? Alors, est-ce que tu as une tendance à commencer à trouver des solutions? Est-ce que tu as une tendance à te justifier? Est-ce que tu as une tendance à vouloir te cacher parce que tu as honte? Est-ce que tu as une tendance à t'accuser toi-même, etc.? Autrement dit, quand le dialogue commence entre les deux, quel est l'élément avec lequel tu te bats le plus? OK? Alors, vous allez, l'émetteur va parler de sa tendance, OK? Et le récepteur va faire un reflet. Voici ce que tu me dis, OK? Tu me dis que quand on est en dialogue, tu as une tendance à penser à d'autres choses ou ça te tombe ses nerfs, émotionnellement, tu n'es pas capable d'endurer ça. J'entends que pendant qu'on parle, tu te sens accusé, etc. Voyez-vous? Et l'émetteur va confirmer est-ce que j'ai été compris ou non. Autrement dit, voici, l'émetteur a dit quelque chose, le récepteur fait un reflet, l'émetteur revient en disant oui, tu as bien compris, non, c'est pas ça. OK? Vous avez vu, là, je vous reviens toujours dans les reflets parce que ça, là, c'est tellement important. Alors,